Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui attaque une nouvelle série de vidéos fondamentales sur les nouvelles technologies. Avant toute chose, je tiens à faire une mise au point. Cette vidéo a pour but de vulgariser des notions qui sont extrêmement complexes et extrêmement difficiles à appréhender. Pour cette raison, je suis bien conscient qu'il y a des raccourcis et des simplifications extrêmes qui ont été faites au sein de cette vidéo, mais elle n'a pour but que d'expliquer les fondamentaux, de donner une idée de base de comment les choses fonctionnent, et de permettre ensuite à ceux qui veulent pousser plus loin leur apprentissage et plus loin leur connaissance, d'aller chercher des éléments plus complexes par eux-mêmes. Ne m'envoyez donc pas trop si vous êtes un puriste, vous serez forcément déçus. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, nouvelle vidéo fondamentale consacrée au codage du son et de l'image en numérique et aux technologies qui sous-tendent tout ce codage. Vous êtes donc peut-être déjà demandé pourquoi il y avait des codages qui étaient en 8, 12, 16, 24, 32 bits. Est-ce que cela pouvait bien changer au niveau de la qualité de vos fichiers, que ce soit des fichiers audio ou des fichiers images? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que tout cela n'est qu'une grosse histoire de bits. Non, pas cette bit-là. En effet, il faut savoir que tout ce qui est fait en informatique est à base de bits. Les bits, B-I-T-S, sont des 0 et des 1 qui servent à coder tout fichier, qu'il soit audio, vidéo, texte brut, image fixe, interface de programme. Tout ce que vous utilisez en informatique est à la base une suite de 0 et de 1 qui doivent être réinterprétés selon une certaine logique pour devenir ce qu'ils sont. Et le principal problème des fichiers numériques, c'est que pour être ensuite interprétés par l'œil ou l'oreille humain, il faut qu'ils soient retranscrits en analogique, puisque nous sommes bien des êtres analogiques, nous ne savons pas interpréter les 0 et les 1 quand ils sont comme ça écrits de manière brute. C'est ainsi que pour les images, les principales limitations pour ces dernières vont être de deux ordres, essentiellement le nombre de pixels que l'on va pouvoir enregistrer et la colorimétrie de ces derniers. Pour un fichier numérique, le principal obstacle va être de regrouper plusieurs fréquences en une seule, et donc de perdre en qualité au niveau de l'audio, au niveau de ce que l'on entend, et en précision par rapport au son qui avait été généré par la voix ou les instruments. Commençons tout d'abord par l'image, puisque je vais pouvoir être plus précis et faire beaucoup moins de raccourcis que pour l'audio qui est encore un peu différent et un peu plus complexe. En effet, l'image numérique bénéficie d'un traitement qui est beaucoup plus adéquat que le son de par son fonctionnement de base, mais également parce que la plupart des choses que l'on utilise dans le process de traitement d'une image est aujourd'hui numérique et évite donc des transcodages multiples. Pour faire simple, le codage numérique revient à diviser une image en toutes petites parcelles que l'on va appeler des pixels. Chaque pixel va alors être caractérisé par la proportion des trois couleurs primaires qui le composent. De la capture de l'image à sa retranscription finale, il est relativement aisé de garder une chaîne totalement numérique, ce qui va éviter les conversions analogiques numériques et donc le risque de perte en qualité de l'image capturée au départ. Bien évidemment, pour les exemples que je vais vous donner, je fais abstraction de la qualité de l'afficheur et de la qualité du capteur qui a servi à prendre l'image. Je pars du principe que si par exemple vous vouliez faire une vidéo en 4K, le capteur qui a servi à capturer l'image faisait au minimum la définition de la télé 4K que vous allez ensuite utiliser pour visualiser cette image, mais également que le capteur pouvait capturer au minimum la quantité de couleurs que la télévision à la fin va pouvoir retranscrire. Le codage de votre image va alors se faire pour chaque pixel selon un certain nombre de couleurs, caractérisé par le nombre de bits de couleurs utilisés. C'est ce nombre de bits qui va déterminer le nombre de valeurs colorimétriques que chaque pixel va pouvoir prendre. Je m'explique. Prenez par exemple un fichier image que l'on va coder avec 8 bits de couleurs. Chaque pixel de l'image va donc être composé de 3 sous-pixels de couleurs primaires pouvant chacun avoir 256 couleurs. On va donc avoir un potentiel colorimétrique pour chaque pixel de 256 puissance 3 couleurs, c'est-à-dire la résultante de la fusion des 3 sous-pixels de chaque couleur primaire. Je reviendrai d'ailleurs prochainement sur le codage binaire pour que vous compreniez très exactement pourquoi 8 bits permettent 256 nuances, ni plus ni moins, et comment fonctionne un peu le binaire et le comptage en base 2. Comme je vous le disais donc, chaque pixel de l'image va être composé d'un sous-pixel vert, d'un sous-pixel bleu et d'un sous-pixel rouge, chacun d'entre eux ayant la possibilité d'avoir 256 couleurs, le pixel vert d'un vert très clair très proche du blanc à un vert très foncé très proche du noir, et il en sera de même pour le pixel bleu et pour le pixel rouge, avec un bleu ou un rouge extrêmement clair, jusqu'à un bleu et un rouge extrêmement foncé. Ainsi, le codage sur 8 bits permet donc d'avoir 3 sous-pixels ayant 256 nuances chacun, et donc permet pour chaque pixel d'avoir 256 puissance 3 couleurs, soit un peu plus de 16,7 millions de couleurs. Si l'on prend un codage sur 10 bits,
on va reproduire exactement le même principe, sauf que avec 10 bits, on va pouvoir coder 1024 nuances par sous-pixel. On va donc avoir pour chaque pixel de l'image 3 sous-pixels ayant chacun 1024 nuances, soit un pixel composé potentiellement de 1024 puissance 3 nuances, ce qui permet d'obtenir 1,07 milliard de couleurs. Si l'on prend par exemple un codage sur 12 bits, que la plupart des RAW proposent aujourd'hui, vous allez donc obtenir 4096 nuances par sous-pixel, ce qui fait que chaque pixel de votre image va pouvoir avoir 4096 puissance 3 couleurs, toujours le même principe, ce qui représente quand même pour chaque pixel le nombre faramineux de 68,7 milliards de couleurs. C'est juste absolument déconcertant quand on y pense, l'œil humain ne pouvant absolument pas percevoir autant de couleurs. C'est pourquoi on comprend bien que pour une image finie, qui n'a plus à être retraitée et modifiée, 12 bits de couleurs sont très largement suffisants, pour ne pas dire totalement délirants, par rapport aux besoins que l'on peut avoir, puisque l'on n'aura pas besoin d'avoir 68 milliards de couleurs différentes sur une image, alors que l'œil n'est absolument pas capable de percevoir ces 68 milliards de nuances. Alors dans ce cas, vous allez peut-être vous demander pourquoi vous avez, sur certains appareils photo que vous possédez peut-être, des RAW sur 14 bits, puisque si on fait encore le calcul sur 14 bits, on va encore dépasser les 68 milliards, qui me semblait déjà un petit peu exagéré. Eh bien parce que le RAW n'est pas une image finie et faite pour être exploitée, c'est justement le RAW qui vous permet d'avoir le potentiel de retraitement le plus important. Ce potentiel de retraitement, vous l'obtenez entre autres grâce à ce codage sur 12 voire 14 bits. En effet, si sur une image finie, vous n'avez absolument pas besoin d'un codage sur 12 bits et que 8 ou 10 bits seront largement suffisants, sur un RAW, plus vous allez avoir de bits, plus vous allez avoir un comportement exemplaire de votre image au post-traitement. Cela va vous offrir plus de latitude, plus de possibilités, vous permettre de coder beaucoup plus de données dans votre fichier et donc de pouvoir en récupérer beaucoup plus une fois que vous voudrez la post-traiter. D'ailleurs, les tests qui ont été faits prouvent que le codage d'un RAW sur 14 bits offre un léger supplément par rapport aux 12 bits. Par contre, entendons-nous bien, aller au-delà de 14 bits ne servira plus à rien. Le saut entre 12 et 14 apporte déjà une nuance et une possibilité extrêmement légère, donc le 12 bits est déjà largement suffisant dans 99% des usages. Le 14 bits permet de couvrir ce petit pourcent supplémentaire. Très clairement par contre, on se rend bien compte qu'une fois qu'on a une image RAW codée en 14 bits, ce n'est plus le codage des couleurs sur 14, 16, 18, 24 bits ou 32 bits qui pourrait changer quoi que ce soit. 14 bits de couleurs suffisent amplement. Et c'est ensuite sur d'autres choses qu'il faudra travailler pour améliorer la qualité des images, qui seront capturées par l'appareil ou le caméscope que vous utiliserez au moment de votre prise d'image. Alors ça c'était pour l'image. Maintenant qu'en est-il pour le son? Le principe est sensiblement identique, même si les mécanismes sont totalement différents. Pour être large, on considère que le spectre des fréquences à coder oscille entre 10 Hz et 25 000 Hz. 10 Hz pour permettre d'être largement en dessous de ce que l'oreille humaine est censée percevoir, ce qui va permettre d'obtenir des infrabasses que l'on va pouvoir quand même retranscrire par des vibrations ressenties par la cage thoracique, et 25 000 Hz qui va permettre d'aller au-delà de l'aigu que l'oreille humaine peut entendre, et donc pour les gens qui ont une ouïe un petit peu plus développée que les autres, ça leur permettra bien évidemment de l'entendre, et en tout cas ça permettra d'être certain que ces vibrations là encore soient transmises et soient ressenties pour être sûr que l'on puisse vraiment percevoir l'intégralité de la qualité du son. La qualité audio d'un fichier va dépendre essentiellement de deux notions, et ces deux notions influenceront elles-mêmes le débit de données de votre fichier audio, et donc à la fois sa qualité et son poids. Ces deux notions sont la fréquence d'échantillonnage qui va être exprimée en Hertz, et la résolution de votre fichier qui va, elle, être exprimée en bits, les fameux bits que l'on utilisait tout à l'heure pour coder la couleur. La fréquence d'échantillonnage, elle est toujours située typiquement autour de 44 000 Hz, sur un fichier MP3 et sur la plupart des fichiers de bonne qualité. Que signifie ce 44 000 Hz? Cela signifie que l'on va prendre en fait le pouls de la musique, qu'on va vérifier son état et ce que l'on doit coder 44 000 fois par seconde. Si vous préférez, on peut dire que, au lieu de diviser en pixels une image, le son va être divisé en parties qui vont chacune faire 1/44 millième de seconde. Ensuite, chaque partie de 1/44 millième de seconde va être codée selon une résolution qui est un nombre de bits et qui, très généralement pour du MP3 standard, est de 8 bits. Si l'on ne code le fichier que sur 8 bits, on obtient donc une résolution ne permettant d'obtenir que 256 fréquences différentes pour aller de la plus grave à la plus aiguë. Si l'on reprend notre spectre à coder que je vous ai indiqué en début de partie, c'est-à-dire que l'on va donc avoir
25 000 Hz moins 10 Hz, soit 24 990 Hz à coder, et que l'on va diviser cet ensemble par 256 fréquences possibles. On se rend compte donc qu'un MP3 standard codé sur 8 bits va faire des regroupements de 96 à 97 Hz, et ne va pas être capable de détailler une fréquence qui par exemple ferait 95 Hz d'une autre qui en ferait 100, puisque les deux sont beaucoup trop proches pour que la résolution permette de les séparer dans le codage. Bien évidemment, c'est un peu plus complexe puisqu'en fait, la répartition n'est pas linéaire sur le spectre, c'est-à-dire que l'on va mettre plus de bits dédiés aux basses fréquences qu'aux hautes fréquences, parce qu'on juge qu'entre 10 et 20 Hz, cela fait un rapport quand même qui est du double, et donc que l'on va parfaitement pouvoir dissocier deux fréquences qui sont aussi proches en nombre de Hertz, mais aussi éloignées en termes de rapport, alors que par exemple, entre 23 000 et 23 500 Hz, on va avoir très peu d'écart à l'ouïe, et qu'on va avoir beaucoup de mal à distinguer la différence entre les deux. Si l'on reprend donc un fichier audio qui vient donc d'une production analogique, qu'est la voix ou l'instrument, et que l'on regarde comment il a été codé, on se rend bien compte que les diverses fréquences ont un aspect d'escalier, c'est-à-dire qu'il y a énormément de paliers qui viennent couper certaines fréquences et les rabaisser à la fréquence du dessous, au contraire les intégrer dans la fréquence du dessus et déformer légèrement le spectre sonore, et donc la qualité générale, le rendu global que vous allez ressentir quand vous allez écouter votre morceau. Pour pallier à ce problème, certains fichiers sont codés en 16 bits 48 kHz. On passe donc de 8 à 16 bits pour la résolution, de 44 à 48 kHz pour l'échantillonnage. Cela signifie donc que pour chaque tranche de son, qui est maintenant réduite à 1/48 millième de seconde au lieu d'un 44 millième, on va se retrouver avec 65 536 fréquences codables, au lieu des seulement 156 avec un fichier sur 8 bits. On peut donc effectivement considérer que ce codage est en haute fidélité et donc sans perte, puisque à ce moment-là, si l'on reprend toujours notre spectre de tout à l'heure, à savoir 25 000 moins 10 Hz, soit 24 990 Hz, on se retrouve avec des pas de 0,4 Hz pour chaque fréquence codée, et que donc chaque fréquence peut être précise à plus d'un Hz près. Comme en plus on utilise encore un codage qui n'est pas linéaire, on se retrouve avec des fréquences extrêmement bien codées, en gros au dixième de Hertz près, sans aucune difficulté. Alors dans ce cas, pourquoi avoir créé des fichiers haute définition audio, ou dit encore iRes 24 bits 96 kHz? Car comme le nom l'indique, on va donc avoir une résolution de 24 bits tous les 1/96 millième de seconde. Avec cette valeur, on va alors disposer de 16,7 millions de fréquences codables, soit une précision d'environ 1,5 mHz. On comprend alors, là encore, que comme pour passer au-delà des 14 bits pour le codage d'une image, il devient illusoire de vouloir aller au-delà des 24 bits pour de l'audio. Ce ne serait que pur marketing, puisque là on atteint déjà une résolution qui est bien supérieure à celle que l'oreille humaine peut entendre, si tant est que vous ayez en plus ce qu'il faut pour sortir un son d'une telle précision en termes de baffle. Il existe pourtant du matériel audio capable de coder sur 36 voire même 72 bits et de monter jusqu'à 184 kHz. Là encore pourtant, ce n'est pas pur marketing, car il y a de vraies bonnes raisons à utiliser ce type de matériel quand on est dans un circuit pro et que l'on est dans le milieu de l'enregistrement. En effet, lorsque l'on va faire du codage, du mixage et ensuite passer successivement sur plusieurs outils et par plusieurs process, il est très important de pouvoir décomposer les fréquences avec une extrême précision pour éviter que les conversions entre analogique et numérique n'induisent des arrondis qui, petit à petit, au fil de la chaîne de production, viennent impliquer des erreurs, ces arrondis venant donc corrompre la qualité du son. C'est pour ça que pour sortir un fichier 24 bits 96 kHz, il est nécessaire avant d'avoir quelque chose d'encore plus puissant pour pouvoir l'emprisonner, le travailler, le refaire, le remodifier, le mixer, pour ensuite obtenir un fichier de 24 bits 96 kHz qui soit d'excellente qualité et qui préserve l'intégralité de ce qui a été capturé à l'origine. Le deuxième souci va ensuite être à la sortie, puisque l'intégralité des casques ou des baffles que nous utilisons, même lorsqu'ils ont une connexion numérique, finissent à la fin par devoir retranscrire le son en analogique pour être perceptible par l'homme. Et ce son analogique, il va donc se faire par la vibration de membranes, qui peuvent donc être de plus ou moins bonne qualité. C'est pourquoi le convertisseur numérique analogique, ou DAC, Digital Analogic Converter, est extrêmement important dans ce flux. En effet, il doit être capable de traiter le fichier numérique de manière extrêmement fine pour le retransmettre d'une manière tout aussi fine en analogique.
Et bien évidemment, la qualité des baffles ou du casque est également extrêmement importante, puisque c'est la qualité de ce dernier élément qui va aussi permettre la qualité du son qui va être en sortie retransmis à nos oreilles. Je vous disais tout à l'heure que je faisais abstraction de la qualité de l'écran pour ne pas trop rentrer dans les détails au niveau de l'écran, mais un écran de très bonne qualité est également important pour pouvoir retranscrire une image de qualité avec un très bon codage et des pixels qui soient justes. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai attaché autant d'importance à des vidéos qui vous expliquent comment calibrer votre écran, ou encore pourquoi j'ai fait un test d'un écran de très grande qualité que vous pouvez retrouver juste ici. C'est pourquoi acheter un DAC de très grande qualité, comme par exemple Devialet peuvent le proposer, non, ce n'est pas un placement de produit, je n'ai pas été payé pour ça, n'a aucun sens si vous mettez derrière un casque ou des enceintes qui soient d'une qualité absolument médiocre ou moyenne. En effet, aussi bien dans l'image que dans le son, l'intégralité de votre chaîne de production est importante. Et le but de cette vidéo fondamentale était aussi de pouvoir faire passer ce message pour ceux qui seront bien sûr restés jusqu'au bout de cette longue vidéo. Ne négligez aucun point de votre chaîne de production, que ce soit en audio ou en image. En effet, le point de faiblesse de votre chaîne de production sera l'élément le plus faible de cette dernière. Pour reprendre la chaîne de l'image, qui est celle que j'affectionne le plus particulièrement, et ceux qui suivent cette chaîne régulièrement le savent, si vous avez un appareil photo qui est absolument exceptionnel, type un moyen format avec un objectif de malade qui vous a coûté, je sais pas, 40-50 000 euros. Que derrière vous retraitez ça sur un ordi qui est une bête de course avec un écran qui est absolument majestueux, qui a une qualité d'image hors pair, une colorimétrie absolument parfaite, etc. Et que derrière vous imprimez ça avec une imprimante que vous avez payée 50 euros et des encres vraiment bidons qui sont très très mal étalonnées, franchement vous n'aurez absolument aucun bon résultat sur vos images. Elles seront passables, mais sans plus. De la même manière, si vous utilisez un très mauvais appareil et que vous investissez dans un pur écran et une pure imprimante, malheureusement l'image de base ne sera pas bonne. Toujours de la même manière, si vous avez un pur appareil et une imprimante qui sont absolument géniales, mais que vous retraitez ça sur un écran qui n'est pas calibré, que cet écran ne vous permet pas de voir les variations de vos réglages en post-traitement, vous aurez une image qui ne correspondra pas une fois que vous serez à la sortie. Et bien évidemment, il faut que tout cela soit calibré régulièrement pour vérifier que votre chaîne est toujours concordante et que l'ensemble des éléments qui vous sont soit transmis, soit capturés, le soit toujours de manière la plus efficace et la plus juste possible. Voilà donc pour cette vidéo concernant le codage, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas fait trop vous arracher les cheveux si vous êtes un puriste et que vous avez déjà été beaucoup plus loin dans votre compréhension du principe. Et pour ceux qui démarrent dans cette compréhension et dans cet apprentissage, j'espère qu'elle vous aura permis de commencer à entrevoir un petit peu les fonctionnements et les fondamentaux du codage numérique et vous aura donné envie d'aller un peu plus loin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photo et techno. D'ici là, vous avez la possibilité, comme à l'habitude, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo YouTube, de faire un tip pour me soutenir via le petit bouton Tipeee, et bien sûr de me suivre et de diffuser cette vidéo sur les divers réseaux sociaux sur lesquels elles sont relayées et publiées. Vous pouvez également découvrir mon site web si vous le souhaitez pour voir un peu mon travail au quotidien. Je vous dis à très bientôt donc, salut à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, bye bye.